sweet children from the land of Israel. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Took a little trip into the land of Babylon. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Shack-a-beat, shack-a-bentico. He took a lot of gold and made him an idol. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Then he told everybody when you heard the music of the cornet. Oh yeah. Told everybody when you heard the music of the flute. Then you told everybody when you heard the music of the horn. Good God, then you got to bow down and worship an idol. Shack-a-beat, shack-a-bentico. But the children of Israel would not bow down. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Couldn't fool them with the golden idols. Shack-a-beat, shack-a-bentico. I said you couldn't fool the children with the golden idols. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Then the king put the children in the fiery furnace. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Then he heaped on coal with red hot brimstone. Great God, made it 7 times hotter, hotter than it ought to be. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Even burn up the soldiers the king had put there. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Oh, shack-a-bentico. Boom! Then my God sent down an angel. Then they give him a couple of wings. He went walking down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy. They went walking right through the fire, just laughing and talking about the power of the gospel. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Oh, shack-a-bentico. Pow! Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shack-a-beat, shack-a-bentico. Oh, shack-a-bentico. Télécommunication en cours. Nous sommes sortis du Warp. Enfin. Nous appelons aux litanies de furie. Est-ce que la barge de bataille des Blood Ravens nous reçoit? Je crois que ça y est, Ed. Sois rassuré. Bonsoir à tous. On a eu un petit souci technique. On a fait un live sur Dawn of War 1 qui a duré 20 minutes tout à l'heure. Le problème technique est réglé. Nous vous recevons, nous dit Grognac. On a tenté plein de choses très obscures. On a téléchargé des logiciels pour régler le problème, etc. Ça n'a pas marché. On a simplement éteint l'ordi et on l'a rallumé. Et l'esprit de la machine s'en est trouvé apaisé. Ed, merci d'avoir tenu le coup. Je suis trop content d'être là avec toi. Merci à toi. On a fait appel à nos plus grands technogures pour pouvoir régler le problème. Merci Jean. Merci Jean encore une fois, qui est le mago technogure de la chaîne du Merdier. Et on va tout de suite lancer le jeu. Voir si ça marche, et sinon on reviendra vers vous en essayant de comprendre encore davantage d'où vient le problème. Ouais, et on va vous refaire notre petit speech de tout à l'heure, mais d'abord on va vérifier si ça fonctionne. Vérifions, Ed, vérifions seulement. Vérifions. Alors il faut que tu switches sur l'écran. Bon. Ah, parfait, je l'ai devant les yeux. Allez, on y croit. Allez, l'esprit de la machine nous protégera. Ayons foi en l'Omni-Messie. Allons-y. Au pire, reclique dans V. Gloire. L'empereur est avec nous. Oh mince. Bienvenue à tous sur le Merdier. Ce soir, on est sur Dawn of War 1, un des meilleurs jeux du monde et le meilleur jeu du monde pour Ed. Le meilleur jeu, la première fois que j'ai vu l'un de mes univers favoris en jeu vidéo, j'étais très jeune, j'ai lancé le jeu et j'ai découvert une bande-annonce qui m'avait à l'époque subjugué. Pareil, moi j'ai découvert Warhammer avec cette bande-annonce, avec ce jeu, donc on va la découvrir avec vous. Ah là là. Quelle ambiance!
Quelle ambiance. Tu imagines à 10 ans. Oh, c'est quoi ça? Un jeu de stratégie. Ça a été intéressant, ça a développé mon intelligence. Ils arrivent. Oh là 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 là. Puis alors le célèbre cri du sergent dans quelques instants. Attention, préparez-vous, meilleur cri du monde, de l'histoire du jeu vidéo. Alors, on arrive avec Ed, tout frais, tout mignon à l'époque, et on tombe là-dessus. Et comme le disait très bien Ed dans la précédente émission avortée, c'est vrai qu'on découvrait enfin cet univers visuellement, quoi. C'était plus seulement des figurines en plastique. Je te laisse Ed décrire un peu tout ça. C'est vrai que comme je le disais, vous pourrez de toute manière revoir si ça vous intéresse toute l'introduction sur YouTube, mais on n'avait pas forcément de jeu aussi développé à l'époque sur l'univers de Warhammer 40 000. Donc je le répète très rapidement, on avait par exemple Space Hulk, on avait Final Libération, mais je vous invite vraiment à regarder sur YouTube, ce sont des jeux qui sont dorénavant très obscurs. Et je te coupe une seconde, oui. Il a perdu son pactage dorsal dans l'explosion, l'aviez-vous remarqué? Je l'ai remarqué peut-être 15 ans plus tard, ça me fume. C'est marrant parce que moi je l'avais remarqué assez rapidement. Moi pas du tout, je me dis, il a fait de changer, c'est ce gars-là, il a maigri entre l'explosion et après. Ah, en plus, ce qui est étonnant, c'est que, on peut le signaler, c'est que le fait qu'il perde son pactage, en fait, c'est pour ça qu'il est aussi lourd et qu'il met autant de temps à se déplacer. Donc effectivement, il essuie aussi un tir de mitrailleuse, mais en fait, le pactage active l'armure, donc c'est pour ça qu'il trébuche constamment. Exactement. Donc nous voici donc sur le menu du jeu. Le but ça va être donc de vous présenter Dawn of War, de vous présenter les mécaniques du jeu. Moi j'aimerais beaucoup vous donner envie d'y jouer, parce que c'est vrai que quand on parle de jeux de stratégie, on peut avoir Age of Empires en tête, on peut avoir Total War, etc. Mais vous allez voir que c'est assez simple, vraiment. Alors, excusez-moi, je fais quelques petits réglages de son. Vas-y, je vais raconter un petit peu l'historique. Et en fait, ce qui est intéressant avec Dawn of War, c'est que, donc là, je me répète, hein, c'est que vous découvrez les Blood Ravens. Donc c'est le petit personnage qui est juste ici. Et en fait, c'est un chapitre, donc une armée qui a été créée spécifiquement pour le jeu. Et Dawn of War aura été un tel succès que beaucoup de joueurs auront pris ce schéma de couleurs pour leurs armées, et on verra après beaucoup de figurines avec le motif des Blood Ravens. Une figurine officielle sortira d'ailleurs du capitaine Gabriel Angelos, donc c'est le héros que nous allons voir et incarner. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous jouez à tous les Dawn of War, donc le Dawn of War 1, CDLC, Dawn of War 2 et 3, en fait, si vous choisissez de jouer les Blood Ravens, de les représenter en figurine, en fait, tout votre lore, vous l'aurez non pas dans les codex, mais dans les jeux. Ouais, et ça, c'est vraiment super. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pas forcément de commencer les premières missions, tout simplement parce que ça vous pourrez le découvrir, mais disons que les premières missions en fait vous montrent les mécaniques du jeu. Moi je les maîtrise déjà, je préférerais vous montrer une mission, donc je crois que c'est la mission 6, où en fait tout est développé, je pourrais vraiment jouer à mon aise, ce sera plus rapide, plus fluide, mais ne vous inquiétez pas, ça spoil pas trop le jeu, parce que honnêtement les deux premières missions c'est vraiment des missions d'introduction, et après je vous laisserai découvrir la 3, la 4 et la 5, et il me semble que c'est la 6 que je voulais vous montrer. Alors c'est vrai que Dawn of War, alors peut-être que certaines personnes ne connaissent pas, donc on est dans un jeu de stratégie de type STR, Age of Empires-like. Donc vous avez une base que vous construisez les différents bâtiments qui spécialisent cette base, et nous sommes dans un gameplay de création d'unités variées et d'accumulation de ressources qu'on appelle de la réquisition dans le jeu, couplé à de l'énergie. Donc en fait c'est un peu comme si vous aviez une extension de population de Age of Empires et une gestion de l'or, par exemple. Sauf que là, c'est des réacteurs énergétiques.
Donc là, L'objectif du jeu, c'est... Oui. Non, vas-y, je te laisse continuer. L'objectif du jeu, c'est d'accumuler un maximum de ressources, de contrôler un maximum le terrain en capturant des zones et ensuite, bien sûr, créer une armée de plus en plus puissante, améliorer les unités déjà existantes et annihiler l'ennemi. Ça, c'est une mécanique qui existe déjà dans Age of Empires. C'est pour ça qu'on appelle ça un Age of Empires-like. Mais Dawn of War l'a très bien reprise, cette mécanique, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux qui s'y sont essayés. Et surtout, elle a réussi à implémenter des petites choses assez logiques qui sortent pas de nulle part et qui sont dues à la prise en compte de l'univers même de Warhammer 40 000. Ce qui change, c'est qu'on est maintenant dans des unités futuristes, donc il y a des armes à feu, etc. Donc il y a cette gestion de la distance, la gestion du combat, donc où l'ennemi n'est pas forcément au corps à corps, même si vous avez des unités de corps à corps bien sûr, et vous avez aussi cette mécanique de prise en compte du terrain avec un système de mise à couvert, etc. Cependant, nous ne sommes pas encore dans un tactical. La licence, elle va évoluer. En fait, chaque opus est différent de Dawn of War. Celui dont on vous parle là aujourd'hui, donc c'est le premier Dawn of War et ses extensions. On considère que c'est la première ère et on est vraiment dans le RTS pur à la Age of Empires. Un équivalent très très proche en termes de gameplay et de ressenti. C'est un jeu qui sort à peu près à la même époque. Un de la licence Age of Empires, donc un dérivé qui s'appelle Age of Mythology, et vous avez Dawn of War qui sort. C'est le même gameplay, la même ambiance, les mêmes mécaniques, vous n'êtes simplement pas dans le même univers. Et Dawn of War est un tout petit peu plus nerveux. Et les batailles sont aussi un tout petit peu plus massives. Plus orientées sur combat à distance. Et il y a aussi... Mais sinon, vous avez les mêmes principes de... utilisation de pouvoirs spéciaux, le soutien aérien, etc. Ça peut faire penser à des mécaniques de pouvoir des dieux, etc. Donc moi je suis trop content de faire ce jeu avec Ed parce que moi il a créé mon rapport à Warhammer tout court et moi j'étais comme un ouf. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que juste avant, en fait, vous allez à chaque fois que vous allez lancer une mission, vous allez avoir le journal du capitaine Gabriel Angelos. Donc ça fait un petit résumé de l'histoire et de sa mission future. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé parce que ça me faisait beaucoup penser, je sais pas si vous avez vu les premières séries Star Trek où à chaque début d'épisode, il y avait un peu un journal du capitaine Kirk. Et je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Et là, en fait, l'image que vous avez devant vous, cette image, à chaque mission, elle va changer. Ouais. Elle va changer. En fait, vous êtes sur la planète Tartarus. Donc, vous avez des cités impériales qui sont ici, ici, ici et ici. Et en fait, les Blood Ravens sont envoyés sur cette planète en urgence pour essayer d'endiguer une invasion orque. Et les orques, en fait, ce sont tous les énormes cercles rouges que vous allez voir. Et quand vous ferez la première mission, si jamais vous y jouez, vous en verrez très peu. Et en fait, au fur et à mesure, ça va se développer. D'ailleurs, il y a même, lors d'une mission, en fait, vous devez sécuriser une population dans une ville, je crois que c'est celle-ci, pour en fait consolider un cordon d'évacuation, donc que vous voyez juste là, et qui remonte juste ici, pour que la population impériale puisse partir de la planète à travers des spatioports. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est très évolutif et c'est intéressant à regarder. Allez, c'est parti, on lance. Si je dis pas de bêtises, il me semble que le dernier jeu Warhammer à l'époque, jeu vidéo Warhammer qui sort, c'est bien sûr Fire Warrior, donc un FPS où vous incarnez un tau, donc rien à voir. Là, vous avez l'opportunité de rencontrer littéralement différentes figurines. Hein. Que vous pouvez acheter physiquement chez Game Workshop. Donc ça permet, c'est vrai que la campagne de Dawn of War, elle est... En fait, moi j'aime pas dire qu'elle est basique, parce que pour l'époque, c'était une super histoire, quoi, d'amitié, de trahison, vous compreniez globalement la manière de réagir des humains face aux étrangers, face aux aliens, vous compreniez leur rapport au chaos, l'inquiétude globale de cette race étrange, un peu d'elfes qui s'appellent les Eldar, etc., face à la bêtise humaine, on va dire. C'était quand même intéressant, c'était riche. Là, on voit justement les deux héros du jeu. Peut-être que tu veux en parler, Alors, donc en fait, la personne qui parle actuellement, c'est un archiviste.
et c'est une personne qui contrôle le warp, et le warp, bon, on a déjà dû vous en parler, c'est une sorte de force obscure qui est présente dans la galaxie, et en gros ça lui donne une forme de pouvoir. Tiens, d'ailleurs, là on voit à l'image un sorcier du chaos qui essaye de le corrompre, et l'archiviste, son travail c'est d'essayer d'endiguer en fait cette corruption, et tout le sel du jeu ce sera de savoir s'il y arrive. À droite, donc vous avez le capitaine Gabriel Angelos, donc c'est le personnage qu'on incarne, donc il dirige une compagnie de Bloodraven, c'est la 3e compagnie. Et donc on va voir aussi tout un tas d'unités, d'unités de, comme disait Arferius, d'unités de combat, de tir, de corps à corps. Et dès que j'aurai la main mise sur le jeu, je pourrai vous expliquer plus en détail. Là, on vient juste de voir très brièvement des petites unités à moitié invisibles avec un bouclier au-dessus de la tête. On est plus vraiment typiquement dans un système de couvert qui est propre à Dawn of War. C'est vachement intéressant. Donc ce qui était oui. Ce qui était vraiment super en fait, c'est que si vous avez joué comme moi au jeu de plateau, vous aviez clairement devant les yeux vos figurines dans un écran. Ah ouais, on a vraiment les escouades, on a vraiment les Marines d'assaut. Et les personnages ont été modélisés vraiment sur les formes et les proportions des figurines plastiques, quoi. Donc ça donne vraiment cette impression. Et puis honnêtement, il y a quand même un détail plutôt sympathique. Hein, je veux dire, pour l'époque, c'était pas dégueulasse. Ah ouais. Puis là, donc, je peux faire pencher les voilà. Les héros sont des personnages vraiment bien développés où vous vous attachez au personnage. Moi, j'étais vraiment triste quand donc Isadora Akios, c'est ce personnage. Vous allez voir, il y a tout un tas de rebondissements. On va pas vous spoiler, mais c'est un jeu qui vous prend au trip au niveau du scénario, même s'il est simple. En tout cas, ça nous avait pris au trip à l'époque. Des mécaniques très très variées en termes de pouvoir pour les héros, mais pas seulement, aussi pour les unités que vous pouvez améliorer. Là, on est sur quelque chose qui n'est pas représentatif de ce qui est une partie typique de Dawn of War pour l'instant, où vous avez déjà vos unités. Non, au départ, il y a vraiment construction de base, etc. Si c'est ce que vous recherchez dans un STR, vous trouverez votre bonheur là-dedans. On voit que la grosse unité, l'espèce de gros robot là que vous voyez, donc ça s'appelle un Drainout, vous pouvez choisir de le modifier, de l'améliorer. Si vous cliquez sur lui, vous voyez qu'on peut lui attacher un autocanon, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ouais, en fait, il y a tout un tas d'améliorations. Alors là, je passe rapidement ce passage parce que il faut bien les combattre, les Eldar. Donc effectivement, il y a tout un tas de mécaniques à avoir et tout un tas d'améliorations. Par exemple, là, l'autocanon est juste ici. Et vous pouvez voir que je peux aussi l'améliorer avec un canon laser, mais là, il faudra que j'ai un bâtiment spécifique pour pouvoir l'acquérir. C'est ça. Puis ce qui était assez fou pour l'époque, ce qui avait été très bien fait, c'est qu'il y avait tout un système d'animation. Je te laisse avancer. Oui, bien sûr. Il y avait tout un système d'animation et de finish move en fait des personnages lorsqu'ils font des critiques ou qu'ils arrivent à tuer un ennemi. Il y a une sorte de dé en fait invisible qui se lance et qui peut lancer des petites animations surprises. Vous aviez aussi un panel incroyable de pistes préenregistrées de voix, donc de voice acting. La version française est absolument légendaire, même par certains aspects, elle est encore mieux faite que la version la VO en anglais. C'est vraiment un jeu complet, et on n'en fait plus. Ouais, tout à fait. Et j'ai vraiment un regret parce que je vous invite vraiment à jouer au jeu, ne serait-ce que pour les répliques qui sont vraiment excellentes. D'ailleurs, si jamais ça vous ennuie, vous pouvez même les désactiver dans le jeu, c'est possible. Mais moi, je les trouve vraiment superbes. Et j'ai pas réussi à retrouver les personnes qui ont bossé sur les voix en française. Oui, c'est très dur à trouver. Ça, c'est un petit regret parce que je crois même qu'il y a des voix assez célèbres, j'ai l'impression quand même en termes de VF. Et impossible de mettre la main dessus. Ce qui est paradoxal parce que les personnages, les voice actors qui ont fait les voix de la VO sont encore aujourd'hui invités dans des festivals geeks tels Comic-Con, etc. C'est resté très célèbre. Chez nous, pas du tout. Et voilà. Après, il y a aussi énormément. On a l'impression qu'il y a énormément de voix, mais il y a énormément de voix en VF qui sont lourdement modifiées et en fait sont jouées par un seul acteur.
Oui, bien sûr. Mais c'est. Bah là, par enfin, exemple, c'est- j'avais quand même réussi à retrouver les noms des personnages en VO. Donc, ce sont des personnes Oui. assez connues dans le monde enfin, je veux dire de la voix. Donc, on va retrouver Brian Dobson, on va retrouver Michael Dobson, donc ils se connaissent. Nicole Oliver, et en fait, ce sont des personnes qui sont acteurs, actrices, et qui ont fait énormément de jeux vidéo, qui ont prêté leur voix pour énormément de personnages. Et effectivement, pour Dawn of War, vous allez retrouver un gars qui va faire à la fois le capitaine Angelos, à la fois la voix du Dreadnought, c'est l'espèce de gros robot qu'on a ici, ou la voix des scouts par exemple, qui sont là. Voilà, c'est ça. Faut peut-être parler aussi un petit peu alors, de la licence en général, mais on va commencer à parler aussi de ce qu'offre Dawn of War 1. Dawn of War 1, c'est une véritable claque à sa sortie, campagne passionnante, c'est pas juste je fais des missions, je dégomme en escarmouche, c'est je peux tout à fait faire de l'escarmouche, je peux faire du multijoueur, mais je joue au jeu, j'aime pas dire ça, mais Dawn of War on le joue pour sa campagne principalement. Sauf que, ben voilà, un jeu ça se termine et on reste sur notre fin. Et il faut comprendre que dans l'industrie du RTS à l'époque, on se dit mais c'est une prouesse quoi, avoir réussi à faire un jeu qui à la fois rend hommage à Age of Empires sans le copier, en innovant beaucoup de choses. C'est génial ce qu'ils ont fait, on en veut encore. Qu'est-ce qu'on fait? On sort un deuxième opus, etc. Bah oui, mais attendez, ça a coûté cher, on a mis du temps à développer ça. Comment on continue à exploiter la licence qui à l'époque n'existe qu'à travers Dawn of War tout court? Eh bien, on va faire des extensions. Et je vous assure qu'on ne s'est pas moqué de vous. Tout d'abord, il y a Dawn of War Winter Assault qui sort, qui est en soi un jeu très très proche de l'original, dans le sens où il va se concentrer principalement sur l'apport d'une nouvelle campagne, avec une nouvelle histoire, presque aussi complète que l'original, sauf qu'on va pas vous refaire jouer les Blood Ravens une deuxième fois. Cette fois, on va vous mettre dans la peau de personnages alliés dans l'univers de Dawn of War 1, celui qu'on est en train de vous streamer, D'ailleurs, on va les voir. mais d'une autre faction, la Garde Impériale. Donc La vous allez célèbre voir, garde impériale. voilà, que vous voyez actuellement d'ailleurs, Ed, parfait, quel synchro. Vous allez donc jouer cette humanité fragile, mais le marteau de l'Imperium, c'est cette grande force humaine, et vous allez comprendre que ça se joue très différemment des Blood Ravens, des Astartes, qui sont des surhommes. Et ça va vous offrir une expérience à la fois similaire mais vraiment intéressante, où vous avez l'impression de rentrer dans les coulisses, de jouer vraiment ceux qui restaient des compagnons de bataille dans l'opus principal. Et puis ensuite on se dit bon d'accord, mais on imagine les développeurs se dire bah c'est génial, on a fait 2 campagnes scénarisées ultra réussies, ça a beaucoup plu, mais oh là là, si on avait un peu plus de liberté, si le jeu était moins dirigiste, ça pourrait être fou, etc. Et donc on va sortir un jeu très particulier, un standalone qui s'appelle Dawn of War Dark Crusade, qui cette fois-ci se détache totalement d'une mécanique de je vous offre un RTS en mode scénarisé. C'est tout simplement une sorte de faux multijoueur, dans le sens où vous allez choisir votre race, que vous avez eu le temps de découvrir en tant qu'allié ou en tant qu'ennemi dans les 2 premiers Dawn of War, c'est-à-dire Dawn of War 1, Dawn of War 1 Winter Assault. Et vous allez pouvoir choisir la faction qui vous intéresse et mener une véritable campagne planétaire sur un monde dont j'ai oublié le nom. Je sais pas si tu l'as. Je crois que c'est Cronus ou un truc dans le genre. Voilà, c'est ça. Et vous allez être confronté principalement à un nouvel ennemi emblématique qui n'était pas présent dans les 2 opus précédents, à savoir les Nécrons. Donc c'était la grande révolution, etc. Les Nécrons et la faction des Taux aussi. Et la faction des Taux, exactement. Donc ça c'est la nouveauté, ça suit bien sûr le marketing de Game Workshop. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on a donc 2 nouvelles armées en fait qu'on peut jouer, mais il faut pas oublier que les armées déjà connues sont améliorées. En fait, on va avoir davantage d'unités dans les armées connues, telles que les Space Marines ou la Garde Impériale. Tout à fait. Et là, encore une fois, c'est la 3e fois maintenant, Dawn of War réussit un tour de force, où là s'installe vraiment une potentialité d'un multijoueur sur des campagnes de longue haleine. Donc
c'est très apprécié par la communauté. Et on se dit, mais voilà, c'est trop bien, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et là, on atteint l'apothéose avec la troisième extension, pardon, de Dawn of War 1, Dawn of War Soulstorm, qui offre encore de nouvelles factions, notamment avec les emblématiques Adeptas Sororitas, les sœurs de bataille. À chaque fois, on essaie de renouveler le gameplay et surtout de différencier profondément ces gameplays entre les différentes factions. Et on ne vous offre plus cette fois une campagne planétaire, mais une campagne dans un système solaire entier avec la notion d'invasion de planètes, etc. Et là, on arrive potentiellement au paroxysme de ce que peut proposer la mécanique du Dawn of War original. Et là, on se dit, voilà, on peut être fier de nous, on a fait tout ce qu'on pouvait dans cette mécanique-là. Et là seulement, à partir de ce moment, Game Workshop et Relic Entertainment s'autorisent de se demander, bah voilà, quid d'un deuxième opus où on rebattrait les cartes. Et la question se pose vraiment pour eux, dans le sens où ils se disent vraiment, on a réussi à faire tout ce qu'on pouvait dans un système de jeu, 3 extensions majeures qui explorent différentes manières de considérer le RTS, scénarisé ou moins scénarisé, plus orienté compétitif. Ok, si on refait un Dawn of War un jour, il faudra qu'on change la recette, parce que sinon, on a déjà tout fait dans ce modèle-là. Donc il faudra faire quelque chose de nouveau. Grognac nous dit, les extensions sont tellement bien, oh là là, mais c'est fou quoi. Je ne crois pas connaître un jeu. Moi, mon jeu préféré, c'est Fallout 3. Et franchement, Fallout 3, il a fait tout. C'est pareil. Hein. Toutes ces extensions sont légendaires. Son jeu de base est légendaire. Mais dans le milieu du RTS, qu'OBI a énormément de code, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile de réussir des trucs qui sont à la fois pas répétitifs et novateurs. Et franchement, Dawn of War, c'est impressionnant à ce niveau-là, ne serait-ce qu'on soit fan de Warhammer ou pas. Enfin, je veux dire, le jeu est tellement qualitatif de base qu'on s'en fiche d'aimer l'univers, limite, quoi. C'est tout ce qu'il offre, c'est absolument fou. Et bien sûr, ensuite arrive la nouvelle ère, Dawn of War 2. Moi, je sais pas si tu te rappelles, Ed, mais je crois qu'on était... on traînait à Game Workshop au même moment à l'époque quand il y a eu l'annonce de Dawn of War 2, et je me rappelle quand les premières personnes ont pu faire tourner le jeu dans notre entourage, c'était fou quoi. Moi j'ai mis beaucoup de temps. C'était une révolution, c'est vrai que moi ce que j'aimais beaucoup dans les premiers Dawn of War, comme l'a dit justement Arferius, c'est le fait de contrôler des armées entières. Et là, Dawn of War 2, ça me fait un peu penser à Space Marine d'ailleurs, parce qu'en fait on va contrôler donc des unités très réduites, on va être plus dans un XCOM, où en fait là ce n'est pas toute une compagnie dont vous avez le contrôle, mais uniquement quelques petites escouades pour essayer de résoudre un problème. Je crois que je sais plus ce que c'est que le nom de la planète, enfin bref, mais en tout cas le gameplay est complètement différent. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal à adhérer, surtout après les 4 opus qui étaient, comme on vous l'a dit, hein, Dawn of War 1, Winter Assault, Dark Crusade et Soulstorm. Alors, moi, par contre, contrairement à toi, là où je voulais par contre signifier quelque chose, c'est que si en termes d'histoire, il faut quand même savoir que Dawn of War 2 et ses extensions, hein, donc Chaos Rising et le dernier c'est Rétribution, c'est quand même excessivement riche pour les personnes qui veulent jouer Blood Ravens. Là, donc là, vous avez affaire donc au capitaine de la troisième compagnie, hein, donc Gabriel Angelos, et en fait là on va voir tout son parcours. On va voir aussi le maître de chapitre, donc c'est la personne qui est une sorte de grand général d'armée, et on va voir tout le développement, donc non pas de sa compagnie, mais du chapitre dans sa totalité, à travers les autres Dawn of War. Donc en termes de lore, c'est quand même très intéressant de les faire. Ouais, c'est vraiment une continuité qui vous satisfait si vous cherchez vraiment la suite de l'aventure. De toute façon, il y a un fil rouge dans les 2 premiers qui est vraiment marqué. Donc ça, c'est un plaisir de le suivre. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal que toi. Et pour le 2, enfin je veux dire dans l'appréciation de ce jeu, et je pense que je peux dire pourquoi. C'est-à-dire que moi, avant d'être fan de Dawn of War, j'étais fan d'un autre jeu, c'était Age of Mythology. Donc en fait, pour moi, je suis arrivé à la maison quand j'ai joué à Dawn of War. C'est exactement le même gameplay, c'est la même expérience. C'est juste un skin différent.
et un contenu différent bien sûr en termes d'histoire, etc. Et j'étais pas prêt pour la conversion, le passage avec Dawn of War 2 sur un Dawn of War vers un système de gameplay qu'on appelle, en fait c'est du tactical, hein. Oui, C'est tout à ce que fait. vient de vous expliquer Ed, c'est vous êtes en effectif réduit avec des héros, quelques petites unités, enfin vous avez 4 héros hein, globalement. Je me souviens Oui, de c'est Thaddeus, ça. crois, Donc tu as, t'as un gars qui est donc dans les Marines d'assaut. Donc ce sont les personnes avec des pactages dorsaux, donc qui sont très axés corps à corps. Je C'était crois Thaddeus que- le marine d'assaut, il y avait c'est ça. Tarkus le marine tactique, Ouais, Avitus le dévastateur et Cyrus, je me rappelle le scout, ouais. Donc pour vous dire, voilà, donc là vous avez donc un dévastateur, donc avec une espèce d'arme lourde, et le tactique qui est juste ici. Et pour vous situer, donc le scout, ce sont ces personnages-là. Donc ce sont des personnages légers, je crois même qu'ils sont, Infiltration, je crois même qu'ils sont, voilà. Donc là j'ajoute des snipers et je crois que dans Dawn of War 2 il a un sniper d'ailleurs Ouais. le héros. Alors d'ailleurs, ce que dit Ed, ça m'y fait penser. Ce qui est assez particulier dans Dawn of War 2, c'est que on tente plein de nouvelles choses et on veut pas faire comme l'aîné. On veut vraiment faire des choses nouvelles. Donc maintenant, il n'est plus question du tout d'un STR à la Age of Empire-like, où vous construisez votre base, où vous farmez des ressources pour créer des unités, etc. Et finalement assez impersonnel. Maintenant, vous avez des héros. Vous devez gérer votre réquisition pour l'envoi d'assistance, ce soit la résurrection en quelque sorte de personnages tués ou la récupération de matériel, etc., de grenades par exemple, de munitions et tout. Et vos hauts faits durant votre partie vous donnent de l'expérience et des objets qui permettent de customiser vos personnages dans un système qui est en fait finalement totalement RPG, où vous allez stuffer votre personnage, telle armure, telle relique, etc. Donc finalement, vous pouvez customiser vos personnages, les rendre plus puissants, mais pas seulement, vous pouvez aussi les orienter. Voilà, par exemple, comme disait Ed, le héros scout, Cyrus, je vais plutôt le faire sniper, bah non, moi je voudrais le faire un peu sapeur plutôt, avec des grenades, des choses comme ça, expert en démolition, voilà. On peut faire toutes ces choses-là, et vous découvrez l'histoire différemment. La difficulté maximale dans Dawn of War 2, c'est vraiment une tannée, hein. C'est un jeu qui est très très dur où chaque seconde compte. C'est presque ce qu'on connaît aujourd'hui avec des jeux comme League of Legends, hein, où chaque micro-mouvement est important, parce que là on n'est plus du tout dans la même conception du jeu, ce n'est plus le même genre. Moi, c'est un peu cette trahison que j'ai eu du mal à avaler, mais je comprends totalement que des gens apprécient ce genre. C'est juste que moi, les Age of Empire Like, c'est vraiment mes préférés. Ce qui était intéressant, c'est que, comme tu le disais, c'est qu'il y avait une sacrée difficulté. Je crois même que dans certaines missions, tu peux pas réincarner tes personnages. Je crois qu'à un moment donné, il y a une faille warp, tu n'as plus accès à ton vaisseau donc en orbite, et donc tu te retrouves avec tes 4 pélos. C'est le but, c'est de survivre. Alors que là, si votre... Donc c'est vrai que là j'ai fait plein d'actions, je vais peut-être les décrire rapidement, mais là, si votre base n'est pas détruite, vous pouvez faire autant de personnages que vous souhaitez, tant que vous n'arrivez pas à la limite. La limite est fixée ici, et vous pouvez voir en fait que chaque escouade coûte par exemple 2 en troupes. Et donc vous avez vraiment un accès illimité, et d'ailleurs ce qui a été un peu reproché à Dawn of War 1, ça je l'ai appris en faisant des petites recherches, c'est que c'est pas spécialement dur en fait. Non, c'est pas spécialement dur parce que donc là vous dirigez donc l'Aleptus Astartes, hein, comme disait Arferius, ce sont des humains génétiquement modifiés. Par contre, dans Winter Assault vous jouez ça, et là c'est pas le même délire. C'est des unités globalement faibles, et la campagne, en plus, ce qui est bien, c'est que les développeurs ont créé une seconde campagne qui était quand même beaucoup plus difficile et où la stratégie était requise. Voilà. On a vraiment senti une différence entre les deux opus. Après, il faut pas oublier, et ça c'est assez rare pour le souligner, enfin, comment dire, Dawn of War, ne l'oublions jamais, c'est un produit de commande pour vendre des jouets. C'est comme G.I. Joe. Un dessin animé G.I. Joe, c'est pour vendre des jouets G.I. Joe que c'est fait.
Et en fait, Dawn of War, c'est littéralement une pub interactive incroyable qui donne envie de s'intéresser aux figurines Warhammer et de les acheter. Et on peut pas faire un jeu que des jeunes auraient du mal à finir. Ce serait complètement anti-commercial comme mécanique. Cependant, ils ont pensé à leurs vieux joueurs dans les opus qui sont arrivés après, où ils ont rendu une difficulté plus marquée. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et oui, c'est vrai que le 1 est relativement facile, il n'y a pas de véritable difficulté. C'est pour ça que moi je considère que c'est un très bon RTS pour commencer les RTS. Parce qu'il est à la fois varié, il n'est pas ancré dans des mécaniques assez artificielles. Et vous pouvez vous amuser, quoi. Et au bout d'un moment, des fois il faut se dire, certes le défi c'est drôle, mais au bout d'un moment, la frustration c'est pas ce qu'on cherche dans un jeu. Et je trouvais que Dawn of War avait... Moi je l'aimais bien. Moi je suis pas très bon hein, en jeu vidéo. À l'époque je m'étais éclaté, quoi. Et j'avais l'impression d'être fort. Et ce qui est fou, c'est que le jeu en revanche, le jeu en revanche, il a profité du côté extrêmement dynamique de sa communauté. Et alors là, Ed, tu pourras plus en parler, mais il y a eu des mods sur Dawn of War absolument incroyablissimes. Le problème, c'est qu'on va me prendre pour un fou. J'ai énormément de jeux sur ma bibliothèque Steam, donc j'ai passé d'innombrables heures sur les Total War, etc. Mais je crois que le jeu auquel j'ai plus joué, c'est donc Dawn of War Soulstorm avec le mode Apocalypse. Oui. Alors Apocalypse, peut-être parler de ce que c'est pour Game Workshop de base et qu'est-ce que c'est pour la licence. Alors, donc là, je me mets un petit peu en pause. Je vais juste faire 2-3 trucs. Alors oui, en fait, Apocalypse, c'était donc un nouveau mode de jeu qui avait été lancé par Game Workshop pour vendre évidemment des figurines, mais aussi de très grosses figurines. Donc on pouvait avoir accès à des armées immenses, on pouvait avoir accès à d'énormes robots, d'énormes véhicules, etc. Et en fait, quand on joue à une partie de Warhammer, nous avons un nombre limité de points. Donc par exemple, une partie standard, c'est 1500 points, et plus l'unité sera forte, vous l'imaginez bien, plus les points seront élevés. Alors que là, dans Apocalypse, c'est quasiment illimité, ou alors c'était 10 000 points minimum. Donc on pouvait vraiment mettre énormément de figurines sur la table. Et donc le mode Apocalypse a été recréé pour Dawn of War, et puis ça c'est exceptionnel, hein, c'est qu'on avait accès, en plus ça a été fait par des fans. Je leur remercie d'ailleurs parce qu'ils ont fait un sacré travail, ils ont énormément respecté l'univers, le lore, ils ont implémenté peut-être 3 fois plus d'unités par rapport à Soulstorm, et c'est vrai que c'est vraiment assez puissant comme jeu. Carrément. Alors moi, par contre, j'aimerais bien vous parler parce que je me suis sacrifié pour le groupe. Pour le groupe. Dawn of War 1, pour le groupe. Dawn of War 1, légendaire. Dawn of War 2, légendaire à sa manière, mais les puristes comme moi ont chialé leur mère. Et d'autres ont totalement adoré parce qu'ils sont tournés vers l'avenir et c'est très bien, ça reste un très bon tactical et moi j'ai appris à aimer le tactical plus tard avec d'autres licences et j'y ai rejoué récemment à Dawn of War 2, d'ailleurs on l'a pas précisé mais c'est super marrant en coop, je vous invite à le faire, je l'ai fait. Et ensuite le problème c'est que ils se sont dit bon, on a sorti Dawn of War 2, Dawn of War 2 Chaos Rising avec une super extension de campagne trop bien, et on a même sorti un standalone, c'est-à-dire une extension qu'on peut jouer sans le jeu de base, qui s'appelle, comme l'a dit Ed tout à l'heure, Rétribution, qui apporte aussi plein de trucs, et qui permet aussi de conclure profondément l'histoire et d'avoir un retournement de situation assez sympa. Et l'occasion aussi de jouer en multijoueur avec des races vraiment exotiques, donc c'est super. Il y avait même un mode qui s'appelait le baroud d'honneur, et là c'est en fait le but c'était de survivre aussi, je crois, à un nombre de vagues interminables. C'était plutôt sympa, c'est pareil, ça demandait une très bonne cohésion, déjà que le jeu de base, la campagne de base est difficile. Mais alors là, vraiment le baroud d'honneur où on devait jouer avec d'autres personnes, c'était vraiment très très dur aussi. Et donc ils se disent, eh ben encore une fois, on a exploité la licence du deuxième opus à fond, quoi, et on voit pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Bon bah la suite logique, c'est changer la recette encore une fois. Sauf que est arrivée ensuite la mode des MOBA. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, cher viewer. Moi, je vais rester
je vais rester très factuel là-dessus. Je vais taper MOBA sur Wikipédia. Multiplayer Online Battle Arena, c'est un sous-genre des jeux de stratégie, blablabla. Vous pouvez connaître certains titres, comme par exemple Dota 2, ou encore League of Legends, etc. Voilà. Vous voyez, on arrive dans cette mode. Un peu comme quand Fortnite est sorti, ça y est, il a fallu que tous les jeux deviennent des Battle Royale, enfin c'était l'enfer. Et donc ils se sont dit, bon c'est super, le MOBA ça marche bien, etc. On va faire un MOBA avec Dawn of War. Oi, 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 oi. J'ai même pas essayé. Alors, non mais C'était. En plus, ce qui est étonnant, c'est que ça, il faut le souligner. La première bande-annonce de Dawn of War que vous avez vue était à l'époque exceptionnelle. La seconde bande-annonce qui avait été faite pour Dawn of War 2 était aussi très très bonne. La troisième, c'était incroyable. Elle était vraiment superbe aussi. Non mais la bande-annonce du 3, c'est littéralement peut-être la meilleure bande-annonce du monde du jeu vidéo. Le mec qui l'a créé, il a compris à la perfection ce que c'était que l'univers de Warhammer 40 000. Et Ça, après, on nous, moi, je me souviens, j'étais dans ma voiture, je vois le bande-annonce de Dawn of War 3, bon, je pile, je me mets sur le côté. Voilà, tu traverses le pare-brise, je traverse le pare-brise, rupture frein à main, je lance la bande-annonce, et comme je vous dis, elle est exceptionnelle. Et après, on nous sort un jeu comme ça, bah, dis donc. Ah non, mais alors. Ah, c'était triste à voir. Salut Slade, Dawn of War 1, ça c'est un sacré souvenir. Mais je suis trop content que tu sois là parce que oui, on présente un petit peu le jeu, on découvre tranquillement. Et puis là, on a parlé du 1, de ses extensions, du 2 de ses extensions, et on arrive au côté obscur de la force. On va s'apprêter à parler de Dawn of War 3. Non, alors, non. moi je l'ai fait parce que je me suis dit, faut essayer les jeux, faut leur donner une chance, etc. Ouais. MOBA et tout, je connais pas trop. Bon, non, t'en vas pas, Slate. T'en vas pas. Bon, alors, on va faire vite parce que c'est pas le sujet. On est en train de jouer à un bon jeu et on parle à un jeu exécrable. Donc, Dawn of War 3. Oubliez tout ce que vous avez aimé dans Dawn of War 1. Oubliez tout ce que vous avez aimé dans Dawn of War 2. C'est-à-dire, la création de troupes, on s'en fout. La réquisition rigolote, ça devient qui est juste ici, l'énergie juste là, juste pour info. Eh bien, ça devient une tannée dans le nouveau jeu. Il faut des héros. Ah, trop bien, on va jouer Gabriel Angelos dans une grosse armure. Je vous assure que vous prenez toute l'horreur du 41e millénaire, vous transformez ça en mode cartoon, et vous avez un peu l'ambiance. Alors les héros, on les reconnaît pas, on a juste l'impression de jouer à un personnage d'un jeu sans saveur, etc. Enfin, c'est la tannée. Et la dimension, ce qui est effroyable, c'est qu'on vous dit, ouais voilà, il y a une histoire, etc. Mais c'est un MOBA. Les MOBA, ils ne peuvent pas s'embarrasser dans leur genre d'histoires complexes liées à leur gameplay. Donc on vous fait croire qu'il y a une histoire, que y a des adversaires, etc. Et en fait, vous êtes juste dans la campagne, dans des espèces de missions bizarres de MOBA solo, sans saveur, avec des factions ennemies déjà établies de base, où vous avez l'impression que l'histoire entière de Dawn of War 3, c'est juste 3 héros accompagnés de quelques personnages, de quelques unités, etc., lâchés dans des arènes, et où ils doivent se battre pour le contrôle de l'espace. Voilà, mais vous avez l'impression que c'est un peu comme si les héros de Warhammer 40 000, des différentes factions, faisaient une partie de... Comment ça s'appelle ce jeu de football américain que Grognac adore dans l'univers de Warhammer? Ouais, vous avez l'impression que c'est Gabriel Angelos et une héroïne Eldar et je sais plus quelle autre race qui viennent et qui rejoignent une compétition sportive. C'est trop bizarre. Et franchement, la différence entre ce que promet le trailer dans son ambiance et ce qu'est le jeu, mais j'ai jamais vu un tel vide abyssal entre les deux choses. C'était vraiment horrible.
Vraiment horrible. Slate nous dit, conseil basique pour cette mission en particulier, ces 4 Leman russes sont trop utiles en assaut pour être gardés en bas. Construis 3 tourelles associées aux gardes, elles feront tenir la défense très largement. Alors là, on joue vraiment en facile. Merci pour ton conseil, Slate. Alors toi, Slate, t'as beaucoup joué au jeu. C'était décevant le 3 tout du long. Non mais il n'y a pas un moment qui rattrape le truc. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est absolument mauvais du début à la fin. Et ça a signé littéralement la mort de la licence. Par acquis de conscience, je vais aller sur magasin, Steam. Pour savoir à combien ils le vendent encore. Gratuit. Dawn of War, je vais dans les avis. Dawn of War 3. Non, puis en plus, c'est terrible parce que l'histoire du 1 de Dawn of War 1 était plutôt bonne. Dawn of War 2, donc comme on dit, on revient vraiment sur le fondement du chapitre des Blood Ravens. Et Dawn of War 3, c'est simple, ils doivent retrouver une lance alien, je crois que c'est la lance de Kain. Et donc le chaos s'en mêle comme d'hab, et les elfes, enfin les Eldar, les orques et les humains s'allient pour combattre le chaos. Voilà, dans le 3, on est dans le fondement, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. C'est nul du début à la fin. Vous avez vraiment l'impression de... Vas-y, lance ton ulti, Gabriel Angelos, tu vois. Enfin, c'est... Ah, chier, il y a vraiment... Vous perdez tout, surtout pour moi. Je me suis vraiment infligé, je me suis fait du mal, hein, parce que, comme je te dis, moi j'ai beaucoup moins aimé Dawn of War 2, je suis un amoureux de la mécanique des STR à l'ancienne, à l'Age of Empire, et il y avait plus rien, quoi. Et pourtant, graphiquement, il y avait quelque chose, tu vois, mais ils arrivaient à tout faire foirer, c'était nul, j'ai vraiment détesté, et les évaluations sont très moyennes, je descends dans les avis. Alors là, je vois un produit remboursé, une sorte de Warhammer 40K à la sauce Starcraft, sans vie et sans âme. Bref, rien ne vaut le premier ni le deuxième, et de très loin. La première évaluation que je vois, négative, je n'écris pas beaucoup d'évaluations Steam, voire jamais. Je possède pourtant environ 200 jeux dans ma bibliothèque. Si je n'écris pas d'évaluation sur certains jeux qui m'ont déplu, c'est bien souvent que je me dis « Bon, c'est pas fait pour moi au final », ou alors « C'est pas folichon ». Mais là... on est dans un registre différent. Oh oui, très différent, car Dawn of War 3 est tout simplement ma plus grosse déception vidéoludique. J'espère de tout cœur dans ma vie de gamer ne pas en connaître d'autres de la sorte. Ah, c'est horrible. Non, mais c'est horrible. J'ai acheté ce jeu pour 3€ lors de solde et je regrette quand même de l'avoir acheté. Je n'écris pas d'évaluation quand un jeu n'est pas bon par respect pour le travail des développeurs, mais là c'est du foutage de gueule. Oh là 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 là. Bah, tu vois, on dirait qu'ils ont volontairement sabordé la franchise en prenant les défauts du premier, la tactique limitée aux aspects de chaque faction, et les défauts du second, 3 persos bourrins et quelques troupes pour décorer, et qu'ils les ont remis dans le 3 au lieu de les corriger. Niveau tactique, c'est 0. Il y a des couverts, mais c'est pauvre. C'est 3 pauvres murs en rond au milieu d'un décor. Il y a 2 boutons à manipuler pour Elite et ça y est, on a fait le tour. Côté scénario, j'ai pas le courage de poursuivre la campagne, c'est trop mauvais. Mais de toute façon, ça s'annonce mal. Caricature de Warhammer 40 000. Non mais... je ne fais que lire les avis, hein. Vous êtes pas dans un avis biaisé d'un mec qui est rageux de pas retrouver son Dawn of War 1, hein. C'est effroyable, effroyable. Alors Slate nous dit, je l'ai fait 4 ou 5 fois. La dernière, il y a même pas un mois. Je m'en souviens pas mal du coup. Salut Selec, bienvenue. Ah ouais, non mais ça, c'est une Madeleine de Proust, hein, Dawn of War 1. On y retourne très régulièrement, tous. C'est fou. Et moi, je sais pas si vous avez cette maladie, mais moi je retourne toujours au Space Marine, même quand j'ai le choix dans les extensions éternelles. Ah, c'est pareil. Ouais. Dark Crusade. Surtout que... Donc quand vous faites Dark Crusade et Soulstorm, vous pouvez évidemment faire la campagne avec, comme disait Arferius, avec d'autres unités. Mais si vous prenez les Space Marines, vous avez vraiment une continuité dans l'histoire. Par exemple, si vous prenez les Blood Ravens pour Dark Crusade ou Soulstorm, vous allez avoir des échos de Dawn of War 1. Et à l'inverse, si vous jouez à Dawn of War 2, vous allez avoir des échos de Dark Crusade et de Soulstorm. Parce qu'en fait, dans Dark Crusade et Soulstorm, vous jouez pas le Gabriel Angelos, vous jouez un capitaine d'une autre compagnie de Blood Ravens. Et donc, vu que dans le 2, vous êtes plus lié au chapitre en général, vous avez les échos qui reviennent. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et puis il y a même une référence dans le jeu Space Marine, hein, à la fin du jeu, vous voyez même les Blood Ravens
il y a une petite référence justement à l'extension. Je crois que c'est Soulstorm ou Dark Crusade où il dit Titus dit libérez votre colère, Blood Ravens, comme vous l'avez fait sur Korava et tout, un truc du genre. Et, D'ailleurs, c'était vraiment trop cool. je crois que c'est dans Space Marine que l'on apprend que Gabriel Angelos est devenu maître de chapitre au final. Slate nous dit oui, mais si je joue Space Marine, j'aurai ni Basilic ni Vindicaire et ça c'est inacceptable. Oui. Mais oui, ah oui, mais moi je suis. Mais du coup, moi j'ai découvert l'univers de 40 000 avec Dawn of War, donc pour moi en fait c'est vraiment la base de la base de la base, c'est Astartes, ouais, et j'ai du mal à m'en défaire. Même si j'avais bien aimé Winter Assault, etc. J'ai joué comme tout le monde tôt à un moment dans le jeu, histoire de voir l'ambiance un peu nouvelle. Bah, les taux sont hyper fun aussi dans Dark Crusade. Ouais, carrément. Les taux sont très très durs à battre dans le sens où ils ont un matériel exceptionnel. Ouais. Ils sont très très pauvres en corps à corps, mais ils ont même les unités de base ont une portée de tir qui est vraiment vraiment énervante même, je dirais. Il y a même les Eldar noirs hein, dans Soulstorm. Donc on se retrouve vraiment avec un panel de races à jouer que c'est super. Pour tout fan de Warhammer 40 000, c'est super. Le générique de Dark Crusade, il était ouf aussi, hein, avec les Space Marines qui attaquent le monolithe là. Ah oui, oh là là. Non, mais tellement la classe en vue FPS et tout. Et ça donne envie d'avoir un VFPS en jouant un Astartes, hein, franchement. Oui, parce qu'en plus tu voyais le signe de l'Aquila à deux têtes, tu voyais je crois que le nombre de bolts qui lui restait dans le bolter, etc. Donc c'était vraiment sympa. Ouais, oui, en plus t'es survolé par des véhicules, des speeders, des véhicules volants. Donc c'est vrai qu'il était vraiment très très chouette aussi celui-ci. C'est ouf. Ouais, en termes de bande-annonce, on est servi quand même pour ces jeux-là. J'avais moins aimé celle de Soulstorm. Et d'ailleurs, Soulstorm, moi, c'était une petite déception parce que littéralement, moi, j'ai créé mon rapport presque organique à l'univers de 40 000 à travers le travail qui était fait sur l'ambiance de chaque faction, c'est-à-dire toutes les répliques, le voice acting, les personnages, etc. Enfin voilà, moi j'ai fixé mon rapport à 40 000 avec cette série de jeux. Et j'aimais beaucoup, moi vous le savez peut-être hein, dans le chat, mais moi je suis un gros fan de l'Adepta Sororitas. Je trouve, malgré tout, en fait, le Soulstorm m'a fait découvrir l'Adepta Sororitas, et j'en suis tombé amoureux pour ce qu'est cette faction dans l'univers de 40 000, mais pourtant, je trouve que c'est une armée qui est chiante à jouer dans Dawn of War. Elle n'est pas à la hauteur de mes attentes. Je la trouve faible. Alors oui, c'est le feu, etc. Mais on sent vraiment que c'est l'ultime faction qu'ils ont implémentée et où il fallait qu'ils fassent quelque chose de différent. Et du coup, c'est des mécaniques, voilà, qui étaient, voilà, il y avait que ça qui avait pas été fait. C'est vrai qu'en y réfléchissant, les taux, comme on disait, sont très très forts. Les Necrons, donc c'est des espèces de Terminator, hein, pour faire simple. Donc ce sont des robots. C'est vrai que eux ils sont assez durs à jouer dans le sens où quand vous commencez une partie, vous avez quasiment peu d'unités. Et par contre ils sont très très forts quand ils sont développés. Les Eldar noirs aussi, ils sont assez intéressants, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que les sœurs de bataille, c'est pas incroyable quoi. En fait mais alors c'est là que je veux en venir. Moi je trouve que Dawn of War, c'est un jeu qu'on peut jouer uniquement pour son style. Parce que nous, aidez-moi, on a un rapport bizarre à Warhammer où on peut se taper des fous rires pendant une demi-heure juste sur une réplique ou une situation d'un pauvre mec dans l'univers de 40 000. Et c'est vrai que ce qui est hilarant dans la faction des sœurs de bataille, c'est quand t'entends tous leurs suivants, tous les prêtres, oui, génial, des trucs comme ça, c'est à crever de rire. Et puis même le fanatisme de ces femmes, c'est absolument délicieux. Je suis un simple missionnaire, humble et repentant. Non, mais... De toute manière, c'est vrai qu'en termes de voix VF, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment l'éclate, hein. C'est vraiment exceptionnel. On est vraiment bien. Protocole, c'est comment? Lancement du protocole 23, un truc du genre, mais j'aime tout dans Dawn of War, c'est absolument ouf. Là, moi, je voudrais voir un Chaplain, là. Mon personnage préféré dans l'univers de 40 000. Malheureusement, tu n'en verras pas,
parce que les chapelains, ils sont disponibles que dans Winter Assault. Exact. Oui. D'ailleurs, c'est un héros ultramarine, si je dis pas de bêtises. Ouais, le tout à chapeau, fait, ouais. dans l'histoire. Ouais. Mais vraiment un jeu incroyable. C'est un jeu qu'on ressent plus qu'on voit. Alors là, on voulait vous le présenter véritablement. Ce qu'on ferait bien d'ailleurs, Ed, en fin d'émission, c'est qu'on montre l'outil de construction d'armée. Pour montrer cet aspect où vous pouvez créer votre propre chapitre, etc. Alors là, on est dans la version vanilla de Dawn of War, le premier du nom. On l'a pas modé. Voilà, l'outil de création est assez limité. Il n'y a pas aussi du tout toutes les races, mais il y a énormément de modes qui n'existent que pour créer du skin. Hein. Et donc ça, c'est absolument génial. Vous pouvez recréer votre chapitre, etc. Il y a des modes qui existent pour Dawn of War qui sont absolument fous, qui affinent toutes les unités, qui en créent de nouvelles, qui créent plein de systèmes, etc. Enfin, c'est assez dingue. Et vraiment un jeu incroyable. Du début à la fin, quoi. En tout cas, moi, j'adore. Titus, alors, nous dit Selec. Comment alors ce qui peut être aussi intéressant, donc c'est vous montrer un peu comment fonctionne le jeu, parce que j'ai fait plein d'actions. Après, je pense que vous pouvez suivre sans trop de problèmes. Donc ça, c'est notre base. Donc là, c'est où là on peut créer donc des constructeurs et les premières unités. Ce que vous voyez ici, ça permet de développer en fait la capacité d'armée, la capacité de recrutement. Vous avez ici la réquisition, ici l'énergie qui est faite avec ce qu'il y a dans le carré vert, donc les générateurs qu'il faut construire. Et c'est vraiment tout un développement, comme on le disait, avec comme Age of Empire. Donc là c'est assez développé, c'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup de choses. Donc au début vous commencez très souvent avec ces petites unités là, donc des unités assez simples. Vous avez aussi donc des bâtiments spécifiques, donc là il n'y a plus rien parce que j'ai tout amélioré. Mais donc là par exemple, là ce sont plein d'améliorations qui vont aider à renforcer votre armée. Et ensuite vous passez traditionnellement à des unités beaucoup plus puissantes que vous développez au fur et à mesure. Donc là vous avez des robots, là vous avez donc des véhicules, là qu'on peut voir juste ici d'ailleurs. Et c'est ça qui fait vraiment tout le sel du jeu, c'est que en tant que fan, vous voyez progressivement toutes vos unités, toutes vos figurines apparaître à l'écran. C'est ça. Et il faut aussi dire quelque chose, c'est que le hobby des Warhammer, ça coûte cher. Moi, j'avais pas forcément beaucoup d'argent quand j'étais petit, et Dawn of War, c'était vraiment un moyen pour moi de jouer à Warhammer avec peu d'argent, parce que j'avais le jeu, et je créais mes unités. J'ai fabriqué un Rhino, un Predator, c'est ça, c'est ça, celui avec le canon. J'aimerais bien avoir une figurine et tout, et puis j'étais pas frustré parce que je voyais le Predator tirer et tout, j'étais super content. Le Land Raider, j'osais même pas en rêver, mais voilà, je pouvais jouer sans acheter les figurines. Et ça c'est bête, mais Slate me dit idem, je comprends carrément le sentiment. Mais ouais, et je pense que ça a été le cas d'énormément d'enfants à l'époque, et c'est vraiment cool. Aujourd'hui, si le jeu sortait, il y aurait littéralement vous voulez telle unité dans votre armée, dans la campagne principale, faut payer 5 € de DLC. Ben non. Le jeu vidéo était honnête à cette époque-là, et c'était trop cool. Et moi j'arrivais à jouer à Warhammer dans un univers que j'affectionnais tout particulièrement. C'est vrai que pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas du tout pour critiquer Game Workshop, c'est vrai que ils ont des prix, c'est comme ça. Mais là le robot que vous voyez ici, alors c'est vrai que moi je me réfère aux anciens prix, donc si ça se trouve ça a même augmenté. Mais là par exemple le robot c'est 35 € à titre d'exemple. Là un simple capitaine ce sera 25 €. Je crois qu'un Predator ça doit être 40 maintenant. Et une escouade de Marines, ça doit être 30 ou 35, je sais plus. Donc c'est vrai que, ne serait-ce que pour avoir ce qu'il y a à l'écran, là je sais, j'ai combien d'unités, donc j'ai 6 escouades, 2 commandants, un robot, 3 Predators et donc 3 Werewolves. Je vous laisse faire le calcul, c'est vrai que ça revient quand même à assez cher. On a notre grande prêtresse qui nous dit 47,50 il me semble les nouveaux Dreadnought, donc tu vois, c'est encore plus que ce que tu avais
Tu avais dit, Ed, ça a augmenté. Non, comme oui, tu en le plus, disais. voilà, c'est ce que je disais, c'est que là, je me réfère aux anciens prix, ce que je maîtrisais le mieux. Et oui, bah, malheureusement, en plus, ça a augmenté. Et ouais, donc bah, c'était trop génial. Et aussi, ce qui était assez fou, c'est que ça, on n'y pense pas forcément parce que bon, nous entre nous, autant pour moi 42-50, mais certains sont à 55. Bah oui, parce Merci qu'il y a pour tes précisions. en fait, il y a différents Dreadnought. Il y a Dreadnought Vénérable, Dreadnought Contemptor, je crois que c'est ça le nom. Donc en plus, oui, on a des Dreadnought upgradés qui sont plus chers. Et aussi, ce que je voulais préciser, c'est que nous, ici, tous ceux qui sont dans le chat, hein, merci à vous les amis d'être présents d'ailleurs, bon, on a de l'imagination, globalement, dans notre petit groupe, et c'est pas un problème pour nous de nous faire des petits délires sur des univers qu'on affectionne, de visualiser ce qu'on nous décrit dans un univers de fiction. Mais il faut se dire que c'est pas forcément toujours le cas pour les gens. Et peut-être que des personnes qui n'accrochent pas forcément à l'univers de Warhammer, qui est avant tout un univers de jeux de plateau, de figurines, voilà, ça peut exister. C'est des gens, si on leur montre des figurines, bah voilà, ça c'est mon Astartes, mon capitaine, en fait c'est un surhomme, un fils de l'empereur, blablabla, nanana, il va dire ok, c'est une figure en plastique, quoi, t'as mis de la peinture dessus. Et en fait, ce que permet Dawn of War aussi, c'est d'aider les gens à comprendre un univers qui n'est finalement que des pages de texte dans un codex et des figurines en plastique plus ou moins bien peintes par des fans qu'on déplace sur des plateaux avec des règles, etc. et des lancers de dés. C'est un peu comme des gens qui ne sont pas réceptifs au jeu de rôle, j'imagine, parce qu'ils ont du mal à s'immerger dans quelque chose. C'est un peu comme si vous jouiez, pour certaines personnes, à un jeu de rôle avec un mauvais MJ. Ben, Dawn of War, il fait le rôle, à mon sens, du bon MJ dans un jeu de rôle. C'est-à-dire que ça vous aide à vous projeter, à vous immerger dans cet univers. C'est là que dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à se projeter et s'immerger. Ben ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je disais en début d'émission, je pense vraiment que Warhammer 40 000 Dawn of War a créé de profondes vocations, de profonds amours pour l'univers de 40 000 chez toute une génération de joueurs. Et je me demande, quid aujourd'hui des nouvelles générations, parce que s'il existe toujours des jeux vidéo de qualité sur l'univers de Warhammer 40 000, hein, et on a eu une vague ces 6-7 dernières années où depuis Dawn of War, à part Space Marine qui est sorti du lot, c'était vraiment compliqué de trouver un vrai bon jeu Warhammer. Là ça repart, hein. On a Dark Tide récemment, etc. On a des bons jeux, mais je me dis que peut-être ces jeux-là ne vont nous faire comprendre qu'une fraction de l'univers de 40 000. Dawn of War, il avait ce côté en tant que STR où on peut voir des armées littéralement sur des plateaux virtuels en fait se déplacer, et des armées de plein de factions différentes. Tous les goûts sont dans les jeux, dans les 3 extensions et le jeu principal, donc c'est vraiment, moi par exemple, j'ai développé un amour inconditionnel pour une unité que tu as dans une de tes escouades. Et là je vois un apothicaire. Moi quand j'ai découvert Warhammer 40 000, ce personnage il m'a fasciné. Je le vois à l'écran là, et sur la droite. T'inquiète pas, je vais faire un petit zoom. Voilà, le médecin de campagne avec son voice acting apothicaire prêt. Qui a besoin de mon aide? Amenez-moi vers les blessés. J'étais comme un ouf et je le trouvais trop stylé. Il avait un cœur un cœur noir sur l'optique de son casque blanc. Ça me fascinait. Et voilà, j'ai surkiffé Warhammer grâce à ce personnage. Et ça, est-ce que peut-être qu'il y a quelque part un enfant dans notre petit monde occidental privilégié qui, comme moi, Warhammer trouvera grâce à ses yeux parce que il serait potentiellement fan des apothicaires. Et est-ce qu'on voit forcément des apothicaires dans les autres jeux Warhammer? Non. Est-ce qu'il y a d'autres unités comme ça? Donc je me dis que quand même Dawn of War a fait quelque chose que ne referont pas les autres jeux. C'est offrir cette pluralité, cette vision d'ensemble de Warhammer 40 000. Et voilà, je remercie la licence pour ça.
Alors, Select nous dit, je rencontre beaucoup de personnes qui aiment Warhammer suite à leur session sur Dawn of War, vraiment très souvent. Ah bah tu vois, je suis content que tu aies ce regard de l'intérieur, parce que c'est vrai que moi je fréquente plus trop la communauté, on va dire, de tout ça, et j'avais l'impression d'être un peu un ovni, et j'extrapolais en me disant, ouais, il y a forcément ça, et que tu me confirmes que c'est une réalité, bah voilà, je suis content. Par contre, ceux qui sont nés, qui ont découvert, tu vois, c'est comme quand, je ne citerai pas de nom, hein, mais ceux qui, par exemple, ont découvert l'univers de Fallout avec Fallout 76, oula. Ouais, c'est un peu problématique, ouais, c'est sûr. Bah, c'est C'est pareil. qui compte des gens qui ont découvert Dawn of War, enfin Warhammer avec Dawn of War 3. Dawn of War 3, ouais. Le gars, il a joué à Dawn of War 3, il s'est dit, oh, les autres, ça doit être pareil, ouais, terminé. Hein. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage d'avoir sabré la licence comme ça. Ah, tu te demandes ce qui leur est passé par la tête, hein, parce que quand tu vois les personnes qui ont aidé à contribuer sur Dawn of War 1, enfin, c'est assez hallucinant. J'ai quelques noms en tête, par exemple. La musique, on l'entend pas trop dans le jeu, volontairement, c'est pour qu'on puisse tout simplement vous parler. Mais je vous invite à l'écouter. Elle a été faite par Jérémy Soul, et ça c'est alors je sais pas si ça va vous étonner, mais moi ça m'a vraiment étonné quand je l'ai découvert. Donc c'est un gars qui est dans le métier depuis de très nombreuses années, et il a bossé sur pas mal de jeux que vous connaissez sans doute. Il a bossé sur... que je me souvienne sur Baldur's Gate, il a fait aussi quelques opus de Harry Potter. Il a surtout fait Guild Wars, il a aussi fait quelques petits jeux sur Star Wars. Et très récemment, il a fait les Elder Scrolls et surtout Skyrim. Et oui, et oui. Donc en fait, on a vraiment affaire à un petit jeu avec des petits personnages, mais déjà le compositeur est incroyable, le designer donc c'est Jay Wilson, donc lui c'est le gars qui va faire par la suite Warcraft 3 et Warcraft 2 pardon et Diablo 3. Donc Dawn of War c'est pas ses premières armes. Puis après je pourrais vous parler du directeur artistique, hein, je pourrais parler même du directeur de l'opus, mais en vrai c'est vraiment des professionnels, des artistes, de très bons artisans, et qui ont fait, comme vous pouvez le constater, un opus assez exceptionnel, et qui, d'ailleurs ça se reflète dans leur carrière. Dawn of War, je ne pense pas que Dawn of War soit une tâche dans leur biographie. Oh, pas du tout. Et tu le dis, c'est très bien choisi comme mot. Il y a ce côté artisan, hein. Franchement, dans ces vieux jeux. Maintenant, c'est plus le cas. Grognac nous dit, ouais, c'est celui qui a fait les musiques de Elder Scrolls et Guild Wars. Guild Wars, hein, la BO est quand même ouf. Hein. Moi, je m'écoute encore les thèmes principaux de Guild Wars sur YouTube de temps en temps. Assez fou. Puis bien sûr, Elder Scrolls, hein, c'est cultissime. Mais oui, jeu incroyable. Moi, je suis fou. Et enfin, on peut vous le présenter sur le merdier, c'est trop cool. Après, c'est vrai que je me posais la question. C'est vrai que Game Workshop, malheureusement, c'est un petit peu cher pour y jouer. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre Dawn of War 2, où on gère des petites escouades, des petites unités, et Dawn of War 3, où c'est à peu près le même principe, pour essayer de mettre en avant, tu sais, les jeux Warhammer qui sont sortis récemment, où tu as juste à jouer une escouade? Alors, je pense que c'est une déduction logique, mais je pense pas que ce soit la raison de... Tu te demandais il y a quelques minutes pourquoi mais pourquoi vous faites ça à la licence et tout. Alors moi je pense vraiment que c'était Dawn of War 3, il est sorti dans cette période de l'histoire vidéoludique où il y a eu, je crois que c'est la période où on était dans le paroxysme de, vous savez, ce côté où les jeux vidéo étaient victimes de leurs éditeurs. C'était vraiment l'apogée de ce niveau-là. Et Dawn of War 3, on est clairement dans un jeu où on s'est dit, ok, qu'est-ce qui fonctionne à Donf en ce moment? Les MOBA. Bon bah vas-y, on va faire un MOBA Dawn of War. C'est vraiment ça. En fait, c'est juste obéir à l'ambiance générale du marché, se demander ce qui fonctionne, mais ne pas se demander un seul instant si le public qui aime Dawn of War aime en fait ce genre-là. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre, les éditeurs en général, ce qu'aiment
le public casu en général, ce vers quoi des gens en masse se dirigent, voilà, parce que il y a un genre qui est à la mode, comme le Battle Royale à une époque. Non mais on a quand même voulu faire un Battle Royale. À un moment, il y avait cette théorie de est-ce que Halo ça va devenir un Battle Royale, tu vois. Donc on a ces éditeurs qui ont cette espèce de vision commerciale d'ensemble, et ceux qui connaissent le jeu vidéo et qui vont se dire, bah en fait, le public qui aime par exemple les MOBA en général, bah, il va jouer à League of Legends. Il se demande jamais, est-ce que le public de cette licence en particulier va aimer les MOBA? En fait, ils n'arrivent pas à comprendre la différence. Et c'est vraiment fou de se rendre compte qu'on peut sabrer une licence sur une mauvaise interprétation marketing, comme ça. Et moi, j'ai une comparaison à faire à ce niveau-là qui, à mon avis, est assez parlante, c'est Dead Space. Dead Space, c'est renouvellement du Survival Horror. C'est littéralement, moi je m'en rappelle encore dans les magazines, quand il y avait l'annonce du premier et les premiers tests du premier Dead Space, voilà, ça y est, il y a un mec qui a ressorti des fonds de tiroir un genre qui était oublié, le Resident Evil-like. Il a réussi à le moderniser, tout c'est le renouveau, la renaissance du Survival Horror. S'enclenche donc la série, le deuxième opus c'est exceptionnel, il a sublimé le premier, c'était fou. Et troisième opus, on arrive finalement dans cette période de quelques années où l'éditeur a la main mise sur la direction créative et artistique. Ouais, bah écoutez, ce qui marche c'est le multi les gars, ok ? Bah ouais, mais attendez, un multi dans notre univers, c'est pas très cohérent en fait, parce que c'est des individus isolés qui se battent pour survivre. Ouais, bah je m'en fous, faut jouer à plusieurs sur la console, en écran splitté ou en coop. Maintenant, on a le matchmaking, ça sert à ça les gars. Alors vous allez me foutre un jeu coop. Par contre, avoir peur et tout, je sais pas trop si les fans de coop, ils aiment ça, ok ? Les fans de multi, avoir peur, ils aiment pas ça. Ce qu'ils aiment, c'est quand ça gun, ok ? Bon, vas-y, votre jeu, c'est quoi ? C'est de l'horreur. Faites de l'action les gars, ok ouais, on fait ça. Hop. Tu penses vraiment qu'ils avaient cette voix-là? Ah non, c'était vraiment cette voix-là. Je les ai déjà entendus. Mais en fait, les éditeurs, c'est vraiment leur propos, et ils dépossèdent un artiste, un créateur, je parle un artiste, un créateur, une équipe, de leur univers, de leur licence. C'est ce qui est arrivé à Dead Space, c'est exactement ce qui est arrivé à Dawn of War. Donc en fait, quand on entend ouais, ils se sont foirés, etc., il y a aussi cette erreur qu'on fait assez souvent, c'est d'imaginer qu'un studio, c'est un groupe de personnes, et que dans 15 ans, ce sera exactement les mêmes personnes. En vrai, en fait, un studio, ça évolue. C'est les gens dans ce studio. Par exemple, moi, ça me fait rire quand j'entends des gens qui me parlent de Halo, et dès qu'ils voient le blason 343 Industries, ils sont en mode ouais, c'est des anciens de Halo 1, Combat Evolved, j'ai trop confiance et tout. Mais attends, mais ça fait un bail qu'ils sont plus là, les gars. Il y en a qui sont partis à la retraite, qui sont en EHPAD maintenant, tu vois. Donc non, c'est plus du tout les mêmes personnes. C'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme les films quand vous voyez par exemple Warner Bros ou alors la Fox ou quoi que ce soit. Je veux dire, vous avez effectivement une production pour un film, mais ce sont jamais les mêmes personnes. Tout à fait, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à la licence. Select nous dit, dans les formats escarmouches, tu joues pas vraiment une unité. Tu joues plusieurs personnages, une dizaine. Tu vas jouer un perso, puis ton adversaire, l'un des siens, puis toi, etc. Ouais. Je connais pas Dawn of War 2 et 3, mais ça me semble pas correspondre. Alors Dawn of War 2, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Selec, on est dans plus du tactical. Je vais faire une très très mauvaise comparaison. Je vais peut-être même pas la faire parce qu'elle est pas très pertinente. J'allais dire, ouais, tactical, c'est comme XCOM. Pas du tout. Tu prends ce que tu vois à l'écran actuellement dans notre live, sauf que tu as genre 2-3 unités max, tu te déplaces dans le même environnement, mais tu vas déplacer ces 3 mecs là qui ont quelques petits pouvoirs, etc., sur des zones de couvert, dans des petits creux, etc., pour justement qu'ils puissent encaisser les tirs, riposter, etc., bloquer telle entrée, voilà. On est sur vraiment une tactique de terrain qui est plus proche de ce qu'on connaît dans Company of Heroes par exemple. Et voilà, et tu rajoutes à ça une dimension RPG où tu vas augmenter ton expérience de ton personnage, placer des points de compétence, activer des pouvoirs, modifier leur armure, leurs armes, etc.
Slate nous dit je suis d'accord avec l'avis d'Arferius, ça pue la copie de genre plus qu'autre chose. Ouais, bah c'est un souci de commande. Hein. Je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que je me posais la question parce que c'est vrai que Dawn of War 3 était sorti en 2017 et déjà des petits jeux Game Workshop étaient sortis. Ouais. C'était cette période où Game Workshop ils ont commencé à vendre leurs licences, mais c'est. Maintenant, c'est vrai que les jeux Warhammer, il y en a quand même un bon paquet. Je crois même qu'il y a un jeu sur téléphone, non je vois souvent une pub où. Oui, ils en ont eu plein. Et d'ailleurs, ils les ont fait venir sur PC pour beaucoup. Ils ont fait des portages. Dawn of War 3. Je vais me renseigner un petit peu. À quand Fortnite, hein on va peut-être voir Gabriel Angelos en train de faire des danses Fortnite. Je sais pas si vous y avez déjà pensé, cher viewer, mais. Ils ont déjà fait John 117, non? Ils ont déjà fait le Spartan. Oui, ils ont déjà fait John Wick, mon gars. Ah, John Wick. Alors, attends. Comment dénaturer un héros en deux secondes? Jindan nous dit je crois qu'ils sont plus que 3 maintenant de la prod originale de Halo Combat Evolved chez 343 PTDR. Bah oui, carrément. Select nous dit en tout cas, je crois pas que c'était un move de Games Workshop pour vendre leur jeu de stratégie sur table. En vrai, non, parce que c'était. Je pense pas que c'est un move de Game Workshop, le créateur de figurines lui-même. Je crois qu'ils doivent engager des intermédiaires, des éditeurs de jeux vidéo en général, et c'est eux qui ont influé. C'est ni des gens du monde de Warhammer, ni des gens du monde du jeu vidéo sur Warhammer. C'est des commerciaux, marketing pur à la con, qui de toute façon jouent pas aux jeux vidéo de base. Et jouent encore moins aux figurines. Je pense que c'est des gens totalement extérieurs à Game Workshop et aux teams créatifs de base qui sont responsables de ce massacre. Slate nous dit j'ai bien aimé le 2. C'était différent mais intéressant. Même si ils n'ont pas testé leur équilibrage à long terme, ça je suis très d'accord. Je sais pas si ça se dit très d'accord, mais je suis très d'accord. Affirmatif. Affirmatif. Équilibrage à long terme concernant le côté RPG, le Dreadnought qui finit littéralement immortel et qui trivialise toutes les missions finales. Oui, tout à fait. On sent d'ailleurs qu'il y a une. Oui, en même temps, le Terminator de mémoire, c'est Damian Tull, c'est le capitaine qui est blessé. Tull, ouais. Donc c'est normal, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que il y avait ce souci d'équilibrage et d'ailleurs je le vois souvent venir. Le jeu en multijoueur est pas mal modé parce que il est vraiment joué encore aujourd'hui. Dawn of War 2. Je crois même qu'il est plus joué que Dawn of War 1 en multi, à très très haut level, il est très très dur, et ils font des mods pour équilibrer certains trucs comme ça. Ils ont fait aussi Geralt de Rive dans Fortnite. C'est là qu'il a désolé, c'est là que... Fais attention à ce que tu dis, Ginny. Tu ne nous fais pas mourir nos viewers en live. Alors en 2017, ça, je fais souvent ça en live, j'essaie de comparer avec ce qui sort en même temps. Donc Dawn of War 3 sort en 2017. En même temps, on a Horizon Zero Dawn. On a Assassin's Creed Origins. On a déjà The Legend of Zelda Breath of the Wild, gros. J'ai l'impression qu'il est sorti l'année dernière, c'est un truc de ouf. On a Super Mario Odyssey aussi, j'ai l'impression qu'il est sorti hier. Prey, le remake. Le reboot, Nier Automata, bon ça va pas vous parler, Cuphead, ouais. Resident Evil 7 aussi, Biohazard. Battlefront 2, Wolfenstein 2. Mass Effect Andromeda, mais oui, lui aussi, il a pas compris sa licence de base. Quel dommage. Bon, Dawn of War 3 est pas le seul à se craquer. Ah, par contre, il y a Hellblade Senua's Sacrifice, un jeu que c'est là qui aime beaucoup. Qui est sorti, mais est-ce que dans les jeux de stratégie, il y a des bons trucs dans cette année? Alors, c'est pas dans l'année 2017. De toute façon, 2017, il y a plus de jeux de STR qui sortent quasiment de nos jours. En fait, là, il y a un regain, il y a un rebond parce que tu vois, il y a Age of Empires 3 qui ressort, mais le STR classico, en fait, c'est plus ou moins mort avec la fermeture de Ensemble Studio. C'est ceux qui ont fait Halo Wars, qui ont fait Age of Empires, qui ont fait Age of Mythology, etc. C'est un dérivé de Microsoft Studio
Et eux, c'était vraiment les derniers garants de ce genre en fait très particulier, qui a eu tendance à s'essouffler petit à petit. Ils ont fait un ultime portage console enfin pas un portage console, mais ils ont leur dernier jeu, c'est donc Halo Wars, premier du nom. Après il y a eu le 2, etc. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Il y a eu un regain d'intérêt pour ce genre, mais leur dernier jeu, c'est littéralement eux qui ont voulu prouver au monde, parce qu'en gros c'est le développement du jeu vidéo console à cette période, au détriment du jeu vidéo PC, c'est l'explosion, la popularisation de la console. Et Ensemble Studios, ce qu'ils se sont dit, c'est ok, vous dites qu'on est terminado parce que maintenant les gens ils jouent sur console, donc on peut pas jouer au RTS. Bah nous on va vous montrer qu'on peut faire un RTS de dingo sur console. Ils ont fait Halo Wars, chef-d'œuvre absolu, qui joue trop bien la manette, c'est un truc de ouf. Ah oui, alors et ça, après ils ont fait un main studio. J'avais vraiment eu peur de ça. Je me suis dit, tiens, sur manette, qu'est-ce que ça peut donner? C'était vraiment incroyable. Puis en plus, des missions très intéressantes, une rejouabilité de malade. C'était excellent. Non, très bon jeu. Et t'avais fait le 2 d'ailleurs non, moi je l'ai jamais fait. Et j'aimerais bien le faire un jour. Slate nous dit ah mais c'est hyper tard en fait. Mais oui, mais ça fait vraiment le truc. Alors sortez-moi la licence. C'est finito quoi, mais quel dommage de partir aussi mal sur un troisième opus. Ça rend encore plus inacceptable l'état dans lequel le truc a été livré. Je voyais le jeu beaucoup plus vieux. Non malheureusement. Jindan nous dit, pour ce que tu dis sur l'influence des éditeurs, il y a eu aussi l'aberration tentée avec Spec Ops The Line. Par exemple, l'exemple absolu des éditeurs qui ont rien bité à l'essence du jeu qu'ils éditent et où, comme tu le dis, ils ont voulu sortir un multijoueur. Ouais. D'ailleurs, on vous renvoie à la rediffusion sur ce jeu qu'on a fait avec Ed. Oui, c'est vrai qu'on revient sur toute l'évolution des jeux de tir, de la construction de Spec Ops The Line et aussi du multijoueur ou même des Battle Royale. C'est ça, et de la pression des éditeurs. Ça nous dit, et c'est l'effort de communauté autour de ce bon vieux Age of Empires 2, entre autres, qui a fait se demander énormément de commerciaux qu'est-ce que ces milliers de joueurs font sur un jeu de 99 et qui ont permis de remettre le genre au premier plan. Mais oui, tout à fait. Il y a des jeux, moi c'est pour ça que je ne perds pas espoir qu'un jour sorte Freelancer 2, hein, parce que le jeu est encore joué énormément. Donc ils vont sortir Star Citizen, donc je pense que c'est bon pour demain. Mais oui, tu as tout à fait raison. En général, les éditeurs, des fois ils se demandent, et bon sang, qu'est-ce qu'ils foutent ces cons sur le Age of Empires? Arrêtez, vous jouez au MOBA, c'est la mode les MOBA, qu'est-ce que vous foutez les gars? Mais c'est ça, hein, moi vraiment... Les éditeurs de jeux vidéo, je les vois vraiment comme des gens comme dans le film 99 francs, vous voyez. C'est possible. C'est des gens qui pigent rien. Ah puis ça, c'était fou là. Maquette, vous m'accusez de nouveau de poursuivre des objectifs personnels, mais c'est mon devoir et le vôtre. Alors là, c'est intéressant parce que on va voir donc plusieurs acteurs. Donc on voit le colonel Brown, donc le colonel de la garde impériale, notre bon vieux Gabriel, et puis en face de lui, c'est un inquisiteur. Et l'inquisiteur vient en mission pour soutenir les forces impériales. Mais le problème, en général, ils viennent pour ça, mais malheureusement, leur vision sont différentes, et c'est tout le sel du jeu. Select nous dit un truc très vrai, elle dit les vieux jeux où il n'y avait pas d'animation pour tourner le perso mouhaha. Mais oui, tu as raison. Alors ce qui est vraiment rigolo, c'est que c'est une économie de moyens, et moi, je t'avoue que j'ai un respect infini pour les jeux vidéo qui utilisent des cinématiques moteurs, c'est-à-dire des cinématiques juste faites avec en gros une caméra libre dans le jeu et où on move juste des modèles, vraiment les mêmes modèles que dans le jeu. C'est pas des cinématiques à part qui ont été créées. Moi en général les cinématiques à part, je trouve qu'il y a une fracture, ça me sort du jeu, tu vois. Et là c'est vrai que c'est basique à fond. C'est juste des petits trucs où ils disent vas-y balance l'animation où il bouge les lèvres et où il bouge son épée quand ils discutent, et on a l'impression qu'ils ont une vraie discussion. Je te tourne le dos, je fais juste pivoter à 360 degrés le modèle sur son centre, et c'est trop drôle quoi. C'est trop drôle. Je finis là-dessus. Jindan nous dit si Star Citizen tient ses promesses et sort avant le siècle prochain, t'auras ton Freelancer 2. Ben ouais, mais la question c'est est-ce que c'est le siècle prochain ou dans 300 ans, je ne sais pas.
Tu as raison, Ed. On est déjà à 1h30 presque. On va faire un petit tour dans Alors, l'outil de création d'armée. ouais. Alors ça, c'était fou hein, pour l'époque. Et encore une fois, on va revenir sur ce qu'on disait avec Slate tout à l'heure. C'est pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, bah, ça donnait. On pouvait déjà réfléchir. Ah, quand j'arriverai à mettre assez d'argent de côté pour m'acheter ma petite boîte de figurines et mes petits pots de peinture qui coûtent un bras. Et encore, ça coûtait moins cher à l'époque la Ça peinture. coûtait beaucoup Ben, moins cher, je c'est peux sûr. déjà faire mon petit schéma de couleur. Bah vas-y, je vais peindre comme ça, puis je vais les appeler comme ça. Et le logo, ouais, je ferai un comme ça. Et je vais m'entraîner à dessiner et tout pour quand j'aurai mes figues. Et c'était fou, quoi. C'était trop bien. Trop bien. Donc il y avait bien sûr les Space Marines hein, de base, mais vous aviez aussi les orques, je crois, dans la base et les Bah, Eldar. de toute façon, alors là, ce qui est intéressant, donc vous avez en face de vous donc les Blood Ravens, donc et pour les personnes qui connaissent bien l'univers, vous pouvez choisir évidemment d'autres factions qui cette fois sont excessivement connues, comme les Ultramarines. Les Ouais. Ultramarines, si vous allez sur le site de Game Workshop, c'est la faction Space Marine que vous verrez à chaque fois. Et ce n'était Et, pas elle à la base, je crois. C'était pas les Blood Ravens ou les Crimson Fist parmi les premiers. Alors dans la V2, dans la V2, sur le livre, Non, excuse-moi. sur le livre de règles, c'est les Crimsons. Et sur le Tactica, c'est le Codex Imperialis, je crois que c'est ça le nom. Ouais, c'était les Blood Angels, ouais, c'est ça. Kate nous dit, ce qui est vraiment très fun, bah, je te propose de créer le chapitre du merdier, Ed, en faisant nouveau schéma. Et je te laisse libre, ou on va peut-être vous laisser choisir dans le chat. Hein, donnez-nous notre schéma de couleur Alors, qu'est-ce pour que la vous voulez création de comme notre base schéma. On va Alors faut avoir faire, donc, faut faire nouveau schéma. Faut faire nouveau schéma. donc on va avoir... Alors, Slate nous dit, ce qui est vraiment très fun, c'est de savoir que certaines des cinématiques de chute des bastions dans Dark Crusade et Soulstorm ne sont pas fixes ou tournées à l'avance, c'est des vraies unités calculées en temps réel qui se tirent dessus. Incroyable! Putain, je savais pas ça. Non mais ça fait vraiment les petites mises en scène du pauvre, petites techniques de cinéma, tu vois, ils vont rien voir et tout, dans tel angle et tout, c'est trop bien, c'est génial, je savais pas, merci pour l'info. Rodek nous dit, ah, le jaune à la place du doré est tellement old school. Mais oui, carrément. Ah oui, c'est vrai que toi, t'es un homme de Terra, toi, Ed. Hein. Imperial First Adolf. Mais Cadicus du pauvre, nous dit Jean, mais oui. Ouais, pourquoi pas, on pourrait donner ça comme nom. Alors, Ok, qu'est-ce que... excusez-moi. Ouais. Attends, mettre une petite main comme ça, voilà. Donc ça, après, c'est ça qui était assez intéressant, c'est que moi, par exemple, avant de me lancer dans la peinture d'une figurine, j'avais acheté... Maintenant, je m'éclate plutôt à acheter des escouades et de les peindre, tout simplement. Je fais plus d'armée à l'heure actuelle, de toute façon, c'est devenu beaucoup trop cher. Et c'est vrai que Dawn of War m'aide tout simplement à essayer de créer un nouveau schéma de couleur. Ouais, pensez le Et truc. ce Et qui vous est pouvez vraiment intéressant, télécharger c'est des que- modes pour rajouter de la... Et là, comme Du vous pouvez le contenu. voir, vous avez vraiment donc la couleur qui va changer. Hein. On va le mettre on va mettre en bleu comme ça. Vous avez aussi donc accès aux épaulières, qui est pareil. Vous pouvez changer la couleur. Et en fait, tout le marine c'est modélisable. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et voilà, il peut être violet, vert, rose, etc. Vous avez différentes insignes. Alors après, vous pouvez même vous pouvez même incarner un hérétique, hein, parce que ça c'est pour le chaos. C'est pas forcément pour les Space Marines. Et c'est pareil pour la bannière. Et là, La vous avez Grenouille votre, nous vous dit, avez votre il fait, personnage. il fait pareil que toi, apparemment. Bah c'est vraiment très utile, surtout que moi j'utilise principalement Soulstorm parce qu'on a accès, comme on le disait, à plein d'unités, à plein de races. Et par exemple, moi j'ai voulu faire une escouade des sœurs de bataille. Bah là j'avais pu la modéliser complètement sur Dawn of War et c'était parfait. J'avais mon schéma de couleur, mon nom, le lore que j'avais créé et j'étais prêt pour peindre mes figurines. Alors, Select nous dit, moi je le mettrais gris pour le merdier avec l'épaulette de couleur, juste pour dire, les mecs ont pas eu le temps de tout peindre. Oups. Alors vas-y, on se fait un chapitre gris comme c'est les Relictors, c'est ça. Moi je les aimais bien en Codex Grey là. Ils étaient à la fois chiants et en même temps ils m'intriguaient, je sais pas pourquoi. Mais c'était assez rigolo. Ouais. Alors qu'est-ce que... Ouais, donc on va mettre ça. Alors, Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait que- on a même pas d'insigne, on a même pas le temps de s'en créer une, hein, faut pas déconner non plus. Hop, Mais non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, voilà, un bon gris bien morose. Voilà.
Mais tu sais, faudrait Le bon vieux Codex Grey. c'est différentes teintes de couleurs, tu vois, parce que bon, le merdier, il faut peut-être aussi un peu de marron, je sais pas moi, mais... Ouais, c'est vrai, le Ouais, shithole. voilà. Hein. C'est d'ailleurs Ouais, comment on dit. Moi, je vais regarder, parce que ça, je ne sais pas comment on dit ce mot en anglais. Comment on dit le merdier en anglais? Ah bah, vu que c'est une chaîne française, on restera sur le merdier. The shit. The shit. The shit chapter. The shit chapter. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, je les trouve un peu classe en vrai. Bah, Franchement. c'est pas si mal, hein. Ouais. T'as pas une insigne en forme de patate, nous demande Jean. Mais si, je suis sûr qu'il y en a une. Vas-y, trouve-moi une insigne en forme de patate, gros. Alors, patate, Ouais, attends. Select nous dit, ben, tu peux faire un petit dessin à main levée en mode le gars a tenté un truc avant la mission et elle propose d'appeler l'armée The Astra Shit. Ou alors Jean nous dit The Shitstorm. Mais on va se faire c'est ban bien. direct. C'est bien, il y a de l'idée. Bon, je vais rester sur la petite griffe, là, moi j'aime bien la petite griffe. Moi c'est Vas-y, Adeptus Merdiatus, hein, tout simplement, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on... Et bah maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que donc là on a notre petit personnage. Normalement, Adeptus Merdiatus est sauvegardé. Attends, Est-ce mais et Slate nous dit, ils ont un genre de charisme. Faudra en peindre un. Mais en vrai, moi j'ai toujours été fan des couleurs un peu terreuses et sobres comme ça. Et il aurait pas une petite classe, hein, franchement. Ah, Non mais avec la Kila argent là. Select va nous en faire une. Nickel. Ah parfait. On la mettra quelque part sur l'écran du merdier la prochaine fois qu'on fera un jeu Warhammer 40 000 ou sur la vignette de la rediff. Ouais, je vais le sauvegarder, mais peut-être que je me ferai un capitaine de... Ah non, faut que ce soit... alors gris ou argent métallique. Non, un bon vieux métal crasseux, ce serait sympa ça. Ou alors tu fais argent métallique pour l'Aquila et l'armure tu l'as fait dans un vieux gris, mais genre ils ont marché dans la boue quoi. Donc voilà notre nouveau chapitre en action, hein, première mission contre les orques. Parfait. Donc là, là, je vous avoue, je vais pas jouer au jeu, hein, mais c'est vrai que ça permet de voir un peu ce que ça donne sur les scouts, par exemple. Là, ils ont une espèce d'énorme griffe, là, donc c'est sympa. Astra Shit au rapport. Astra Shit. Ouais, non mais la classe en vrai la griffe comme ça. Faudrait se saper avec ses couleurs si on peut sur Darktide. Mais alors malheureusement on ne joue pas d'Astartes sur Darktide, ouais. Mais on pourrait essayer de faire un truc du genre. Il y a déjà des skins un peu gris sur le jeu. Après, je sais pas si dans Darktide on peut changer de couleur, enfin je suis pas sûr. Pour l'instant non, enfin si dans le sens où il faut réussir à acheter des skins, pas payants hein, mais dépenser des sous dans les skins en vente avec de l'argent non réel, de l'argent non réel. On peut en ce moment, je vois 2-3 trucs gris, mais en vrai c'est des trucs de bas niveau quoi. Et c'est dommage. Par contre j'aime bien la petite lumière un peu verte sur l'intérieur de la base, on voit à travers les vitraux, c'est un peu vert. Ouais, juste ici, ouais. Alors là, c'est vrai que le seul intérêt de lancer une escarmouche, hein, c'est juste pour voir la tête du capitaine, en fait. Voir un peu ce que ça donne. Il y a Slade qui nous dit des merdiarés auxiliaires. Ah, bah on est déjà sous le feu, donc là, ce sont des orques qui m'attaquent, évidemment. Moi, ce que je vous demande pour la prochaine fois, hein, notez dans votre agenda, les amis, c'est que pour le prochain jeu Warhammer qu'on va faire, vous nous trouvez des répliques d'Onofwariennes spécial merdier. Je veux des trucs que créerait notre sergent lorsqu'il monte à l'assaut. Ah, voilà. Puis aussi le lore, hein, va falloir qu'on se crée un lore Astartes merdier. Hein. Demandez-vous ce que peut être le maître de chapitre ou le primarque hein, d'un... Qu'a fait ce bon vieux capitaine pour devenir hein, le capitaine de compagnie de l'Adeptus Merdiatus, hein, peu importe. Hein. Mais voilà. Donc voilà le petit schéma de couleur pour un commandant, pour ceux ou celles qui veulent se mettre à peindre nos personnages. Exactement, c'est parfait. Calice Merdoum nous dit Jindan. Bah oui, ça ce sera forcément écrit de guerre ou un truc. Nous frappons. Attention, il a trouvé une super phrase pour nous frappons plus profondément qu'aucun autre. C'est l'évolution creepy de frappe en profondeur. Carrément.
Et donc ce qu'on a fait avec les Space Marines, évidemment, on peut le faire avec les 4 autres races jouables. Hein. Donc on a les orques, hein, donc c'est pareil, on va retrouver donc toutes les WAG orques connues. Et on va aussi avoir donc évidemment les Eldar ou le chaos. Et là c'est pareil, on pourrait s'amuser à faire des petits personnages pour le merdier. J'ai toujours trouvé nul la position des Eldar dans le la création de personnages dans Dawn of War 1. Il fait une espèce de grand écart, mais il a pas l'air du tout confortable. Non, pas du tout, non. Ouais. Et je crois que c'est parce que le personnage est trop haut, et s'il faisait pas ça, en fait, sa tête dépasserait du haut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est vrai que le grand écart a l'air un peu instable quand même. Ouais. J'avais juste envie de lui faire une balayette. Mais ce qui est dommage par contre, dommage, disons que c'était le premier, c'est que les seules unités que vous verrez affichées, donc c'est le soldat de base et le char de base. Alors que dans les autres Dawn of War, ce qui était intéressant, c'est que vous aviez accès à toutes les unités disponibles et vous pouviez par exemple prendre n'importe quelle unité, un autre char, changer les couleurs, etc. Et donc j'en reviens à ma technique de peinture, c'est que je pouvais prendre par exemple un Predator qu'on a vu dernièrement, et voilà, je pouvais le remodéliser et le peindre comme je souhaitais après. Et les choses évoluent bien sûr, comme tu dis, avec les extensions, mais on voit aussi dans les versions modées du jeu, enfin des jeux, il y a vraiment tous les personnages du catalogue de Game Workshop, c'est absolument fou. Donc moi je voudrais remercier Ed pour avoir fait cette émission, parce que franchement c'est un jeu de légende qui nous lie profondément tous les deux depuis notre enfance. J'étais ravi de présenter Dawn of War avec toi, Joe, ça me fait trop plaisir. Pareil, c'est vrai que vous avez beaucoup plus entendu Arferius et je l'en remercie. C'est vrai que moi c'était la première fois que je jouais en live. C'est vrai que ça demande quand même une petite concentration, de pouvoir faire en sorte que le jeu soit agréable à regarder, qu'il y ait de l'action, que ça puisse avancer et en même temps essayer de parler et répondre au chat. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un excellent épisode pour moi en tout cas. T'as été parfait. Et je remercie vraiment le chat. Je remercie vraiment le chat. Donc Slate, Select, Jindan, Grognac, merci les amis d'être passés. On est vraiment ravis que. Très bonne participation. Ouais, et puis c'est dans un univers que vous adorez, donc on était content de vous présenter ça. Mais oui, mais on n'a pas vu les Loman Russ, mais je voulais pas les utiliser parce que si on les perd, on peut plus en avoir derrière. Et puis je voulais pas laisser mes pauvres gardes tout seuls. Mais moi j'adore jouer la garde impériale, donc si jamais on fait si jamais on fait un épisode sur Winter Assault, ne t'inquiète pas, je jouerai forcément la garde impériale et j'enverrai toutes les armées au front. Alors ce qu'on va faire prochainement, par contre, c'est que moi je vais peut-être vous faire on avait prévu en fait, Edouard allait s'occuper de la croisière, où c'était vraiment une émission sur l'histoire du lore, enfin les émissions de croisière, comme on fait sur le Merdier, où vraiment on vous offre plein d'informations, etc. On vous présente un jeu en profondeur, mais en 1h30. Et moi, normalement, dans notre programme, je devais m'occuper de faire Winter Assault sur le format de la tambouille, c'est-à-dire faire la campagne en entier. Je vais y réfléchir. Apparemment, on est parti là-dessus, mais rien n'empêche que Ed m'accompagne dans certains épisodes, peut-être les premiers, pour parler de son amour pour la garde impériale, etc. Et moi, en fait, je connais peu la garde impériale, donc ce sera l'occasion d'avoir son regard acéré sur cette faction. Expert. Et puis voilà, on fera plein d'autres choses. Je pense sur la première saga Dawn of War, on vous présentera peut-être Soulstorm, Dark Crusade, etc. Enfin, on a plein de trucs à dire, plein de délires. On se fera un épisode spécial réplique rigolote de cette saga. On jouera à Garde Impériale ou Adeptas Sororitas pour avoir les best personnages qui galèrent dans la life, mais qui sont sous la lumière de l'empereur. Donc c'est vrai que la garde impériale, il faudra vraiment à un moment donné se taire pour écouter leurs paroles, parce que c'est vraiment trop drôle, surtout quand ils sont complètement paniqués, le moral au plus bas, mais heureusement il y a toujours un petit commissaire derrière pour rallier les troupes. Alors, je pense que vraiment la garde impériale c'est peut-être la race la plus rigolote à jouer sur tous les Dawn of War.
dans cette ambiance-là, tout à fait d'accord. Petite question de Selec, Ed. Est-ce que les optiques rouges ouvertes pour notre Adeptus Merdicus ou Merdiacus, je me rappelle plus comment tu l'as appelé. Eh ben je laisse le chat décider. Jean nous dit vert Nike ou Nuke, pardon. Ouais, vert ça peut être sympa. Ouais, Un vert ça bon peut être petit vert. sympa, ouais, carrément. Ouais, de toute façon, ce personnage est ce personnage est le vôtre, hein, cher viewer. Donc non, je vous laisse décider. Et puis vous nous montrerez ça Et bientôt. moi aussi, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donnera, la petite figure. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce live. Ed, je te propose de retourner à notre page d'intro. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, prochainement vous allez avoir. Alors je vais peut-être vous présenter un petit jeu complètement sorti de nulle part, complètement. Essayez de prendre de la drogue hein, en regardant le live la prochaine fois. C'est Helix. Voilà, je ne vous dis que ça. Hylics. C'est un jeu qui normalement se termine en 2 heures. Avec moi, ça va durer 4 heures, hein, comme d'habitude. C'est un Final Fantasy sous acide. Donc on va peut-être se faire ça. Et puis on viendra sur Warhammer prochainement. Il y aura peut-être du Dark Sector, Age of Mythology. Hein, on se fera ma version, mon RTS du cœur avec Ed prochainement, je pense. Puis voilà, si vous avez des suggestions, des jeux que vous voulez voir sur le merdier, il y a pas de problème. On écoutera vos. De toute façon, pour tous les fans de Warhammer qui nous regardent ce soir, on reviendra sans doute pour des brigades sur Darktide. Moi, j'ai pu avancer pas mal de personnages, donc là, on pourra vraiment rigoler. Et puis surtout, je pense que vous avez vu les annonces qui sont sorties dernièrement, c'est-à-dire Blood Bowl 3 et Space Marine 2. Bon, évidemment, c'est pas pour tout de suite, mais ça, ce sera évidemment au programme. Ah oui, et peut-être. Day One, hein. Alors ça je vous pose la question, cher viewer. Peut-être, si ça vous intéresse, je vous pose la question. Je ferai peut-être Space Marine, le jeu en entier. Moi j'adore ce jeu. Je crois que c'est l'un des jeux que j'ai refait le plus souvent. Je le ferai sans doute en difficile. Comme ça, je pourrais revenir aussi sur d'autres points du lore de Warhammer 40 000. Si ça vous intéresse, je le ferai sans problème. Ouais, je pense que ça intéressera les gens. Aussi, comme nous le dit Jean, on va revenir on fait vite hein, la fin. On va revenir sur MDK bientôt, un obscur jeu que Jean adore et qui va me faire découvrir. Et puis Loru, le nouveau du merdier, va nous présenter peut-être Seven Day to Die, donc un jeu de survie zombie que je ne connais pas, que personne ne connaît, mais que beaucoup de gens semblent adorer. Donc ça alors va être super sympa. je lis, c'est jamais du temps et perdu. Slate nous dit c'est jamais du temps perdu de refaire Space Marine. Ouais. Alors ça c'est sûr. Raison. Pour une chose, la voix VF de Titus, qui est malheureusement la personne qui faisait cette voix est morte. Hein, malheureusement, c'était la voix VF officielle de Russell Crowe et qui est juste incroyable. Donc c'est vrai que juste entendre cette voix, c'était super pour un jeu que j'affectionne énormément. Ed, l'empereur nous appelle. Je te propose de dire au revoir à tout le monde et puis de préparer notre petit générique. Titus. Absolument. Bah écoutez, merci à vous, merci. C'est vrai que Dawn of War, donc je crois que c'est la première fois qu'on présente un petit jeu de stratégie sur le merdier. Je savais pas du tout si ça allait être pertinent. J'étais avec Arthur pour m'accompagner. Ça a été super parce que bon, on aime beaucoup ce style de jeu, on aime beaucoup Warhammer 40 000, donc on avait beaucoup de choses à dire. Vous avez été très présent sur la discussion, ça c'était super. Des rebondissements, des questions, on a créé un petit personnage, c'était vraiment très vivant et je vous remercie pour ça. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, à bientôt sur le merdier, salut. Redbird, Augusta fly. If August ain't a hot month, I hope I'll die. But don't you talk about it
If you do, I'll cry. Don't you talk about it, boy. If you do, I'll die. Wake up in the morning between 4 and 5. Pickaxe and a shovel lying by my side. Just a little bit of cabbage, yellow-bellied beans, more of that cornbread than I ever seen. Well, now don't you talk about it. If you do, I'll cry. Don't you talk about it. Boy, if you do, I'll die. I wake up every morning between 4 and 5. Babidi-babidi-boo. Don't you talk about it. Hard work, working on the chain gang.